Merci d'être venus si nombreux, si nombreuses. Merci et bienvenue aussi à tous ceux et celles qui nous suivent en live derrière leur écran. Nous allons, avec nos 4 invités, parler du pouvoir des mots. Alors, vous avez toutes les 4 des profils et des parcours très différents, mais un point commun qui vous réunit aujourd'hui, qui est celui d'avoir eu le courage de parler de votre histoire personnelle ou de celle d'autres femmes qui n'avaient pas les mots pour la dire. Vous avez eu le courage de témoigner de ce que la société ne veut ni voir ni entendre. Je vais commencer par vous présenter, vous, Camille. Vous êtes juriste, vous êtes universitaire et désormais vous êtes écrivaine à 100%. Parce que votre livre que vous avez publié il y a 1 an au Seuil, La Familia Grande D, est un livre bouleversant évidemment par son sujet, mais aussi magnifique par son écriture. C'est un livre qui a eu un retentissement gigantesque, dans lequel, pour les gens qui, je ne sais pas, auraient passé cette année dans une grotte, vous dévoiliez l'inceste qu'avait subi votre frère lorsqu'il était adolescent et le silence dans lequel ce drame vous avait jeté pendant des années et des années. Pour être tout à fait transparent, je précise, parce que Muriel y tient, que Muriel, vous connaissez très bien Camille et que vous avez très bien connu sa mère. Je présente maintenant Rachel Kahn. Rachel Kahn, vous êtes juriste, scénariste, actrice, athlète de haut niveau, écrivaine, à la fois romancière et essayiste. Vous avez publié Racé aux éditions de l'Observatoire, qui a eu le prix du livre politique en 2021, dans lequel vous refusez toute assignation identitaire et victimaire. Avec force, vous y redonnez sens, vous redonnez sens à des mots que notre époque, sans nuance, emploie à tort et à travers, comme identité, minorité, race. C'est un livre courageux qui nous aide à penser bien au-dessus des polémiques stériles. Anne Berest, vous êtes écrivaine et scénariste. Vous avez publié à la rentrée littéraire La Carte postale chez Grasset, qui a été récompensé par le prix Renaudot des lycéens. Dans ce qui ressemble pour moi, en tous les cas jusqu'à présent, au livre de votre vie, qui est un roman à la fois captivant et déchirant, vous racontez l'enquête que vous avez menée avec votre mère pour découvrir qui lui avait envoyé une carte postale portant les prénoms de vos ascendants. Vous racontez aussi quelle était l'histoire de votre famille et vous interrogez votre identité juive. Je dirais que si vous ne l'avez pas encore lu, je ne vois pas ce que vous pouvez lire d'autre au mois de décembre. Sarah Daniel, vous êtes grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient, auteur de plusieurs livres, dont le dernier, La putain du califat. Non, c'est pas le dernier, parce que vous avez écrit sur votre père aussi. La putain du califat, publié chez Grasset, coécrit avec Benoît Canabus, qui est le récit de la vie de Marie, chrétienne, vendue 13 fois par l'État islamique, esclave sexuelle. Elle vous a conté son histoire, celle d'une femme violentée, battue, torturée, qui se bat contre les djihadistes qui veulent la terrasser et la faire taire. Osons les mots, on y revient, on imagine à peine son courage et on salue le vôtre d'être sa messagère. Oui, le courage. Je me souviens d'une interview dans Le Monde, il y a quelques semaines, de Marie-Laure de Decker, qui est une photographe que j'admire énormément, et elle disait « Ce que j'admire, c'est le courage ». Et je trouve que c'est ce qui vous unit aujourd'hui. Et donc, pour commencer, je vous demanderai à toutes les 4, qu'est-ce qui vous a donné le courage d'écrire? Peut-être Camille, vous commencez. Merci beaucoup et merci de m'avoir invitée, Muriel. Je suis très émue d'être là avec toi.
Le courage d'écrire, je ne sais pas si c'était une histoire de courage. Pour moi, le courage, c'était d'avoir vécu dans le silence et survécu dans le silence. La force d'écrire, peut-être, ou une nécessité absolue. C'est le décès de ma mère et tous ces souvenirs qui allaient disparaître et tous ces mots qu'on ne s'était pas dit. Donc plutôt une nécessité qu'un courage, je crois. Oui, de la même manière, bonjour à toutes et tous. De la même manière, c'était pas la question du courage. Enfin, en fait, moi, j'ai pas l'impression d'être courageuse. Par contre, j'ai l'impression que mon écriture, notamment de Racé, c'est faite par un désir de vie, d'un désir de vivre et un désir de création. Et je suis heureuse de partager cette table ronde avec Emmanuel de Marcy-Motta, qui figure dans la 3e partie de cet ouvrage sur la question de la réparation et de la création. Et en introduction, ces mots sur la liberté, sur cette possibilité que nous avons d'imaginer l'impossible pour pouvoir ensuite le mettre en œuvre dans notre réalité choisie. C'est ça, en fait, qui m'a poussée à écrire, notamment sur les mots qui nous séparent, les mots qui vont nulle part, pour ensuite embrasser ces mots qui nous permettent de créer à l'infini et de nous créer à l'infini. Bonjour, merci à vous d'être là, nombreux. Je dirais comme Camille qu'il y a peut-être un moment d'un bouleversement ou un événement qui provoque la nécessité d'écrire. En ce qui me concerne, c'est cet événement que je raconte dans le livre. Ma fille déjeune tous les mercredis avec ma mère. Et un mercredi, elle lui dit « Grand-mère, est-ce que tu es juive ?» Alors ma mère lui dit « Oui ». Alors elle dit « Alors ça veut dire que maman est juive ?» Alors ma mère lui dit « Oui, tu sais, c'est quelque chose qui se transmet par la mère, c'est un peu compliqué. » Parce que moi, je ne suis pas du tout pratiquante et je ne vis pas dans une culture juive. Donc ma fille s'interrogeait, elle dit « Et donc moi, je suis juive ?» Ma mère lui répond « Bah oui ». Et ma fille fait la gueule et ma mère lui demande pourquoi et ma fille dit « C'est parce qu'on n'aime pas trop les juifs à l'école. » Et je vous parle de ça, c'était il y a 5 ans, et on est dans une école qui est à quelques rues d'ici. Et donc, pour moi, ça a été ça, l'événement qui déclenche la volonté d'écrire. Oui, moi, je pense que j'ai été portée par le courage de cette femme, Marie, dont j'ai entendu, avant de la rencontrer, parce que j'ai mis très longtemps avant de pouvoir la rencontrer, j'en ai entendu parler sur le front de Mossoul, au moment de la guerre entre l'armée irakienne et l'État islamique, et tout le monde en parlait comme si c'était la personne à qui il était arrivé la pire chose du monde, et qu'elle symbolisait un peu par son histoire tous les malheurs des chrétiens de cette région qui disparaissent petit à petit. Et en fait, quand j'ai fini par la rencontrer et qu'elle m'a livré son histoire et qu'elle m'a donné tous les détails, parce qu'elle tenait vraiment à ce qu'on consigne tout ce qui était arrivé, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que quand on a subi des viols, parfois on est un peu pudique, mais là, elle donnait vraiment des détails très précis. Et en fait, j'étais plutôt portée par son courage, parce que moi, il y avait certains moments où je devais reprendre mon souffle, où je lui demandais d'arrêter, et où j'avais l'impression même que je pouvais presque somatiser, tomber malade de ce qu'elle me racontait. Et c'est elle qui me disait « Mais non, mais continuons, donne-moi encore des détails, écoute-moi encore, il n'y a pas besoin de faire de pause. » Voilà, donc c'est son courage qui m'a portée. Pourquoi voulait-elle tellement écrire et raconter son histoire ? Oui, c'est une très bonne question, surtout que dans cette région du monde, vous pouvez imaginer l'ostracisme qu'elle a pu subir, c'est-à-dire que non seulement elle a subi ce qu'elle a subi de la part de l'État islamique, mais quand elle est rentrée à la fin dans son village, sa famille ne voulait vraiment pas qu'elle se livre. Et sa sœur, enfin ses 2 sœurs qui avaient été enlevées, mais très brièvement, n'avaient rien raconté et avaient même nié leur viol. Mais elle, justement, c'est ça qui la rend incroyable.
c'est qu'elle voulait non seulement tout dire, mais maintenant elle continue, c'est-à-dire qu'elle veut absolument être entendue par une cour pénale internationale. Elle ne comprend pas qu'il n'y ait pas encore un Nuremberg pour les crimes de Daesh, et d'autant que cette organisation n'est pas... voilà, c'est pas comme si on parlait de quelque chose qui est fini et terminé. Elle peut renaître à tout moment. Il y a beaucoup de zones de non-droit en ce moment où il y a encore les germes de cette violence et de ce totalitarisme. Donc je pense que c'est ça ce qui l'a fait tenir maintenant, c'est vraiment la volonté de pouvoir dire et de pouvoir obtenir justice. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que vous avez écrit pour les femmes, justement, les grandes oubliées, puisque à chaque fois on parle des hommes, on parle des combattants, mais on parle assez peu des femmes qui vivent ce genre de choses? Complètement. Et puis, étant correspondante de conflits, moi-même, c'est un sujet que j'oubliais souvent, parce que sur les lignes de front, il n'y a plus de femmes. Et donc, dans ces... ça fait 20 ans que je couvre les conflits et je ne m'étais pas beaucoup intéressée ni aux femmes ni aux chrétiens, d'ailleurs en Irak, alors que c'est quand même, maintenant ils sont de moins en moins, mais ils étaient quand même une partie importante de la population. Et puis il y a aussi le fait, je pense, que dans une époque de MeToo et de libération de la parole de la femme, j'étais toujours très étonnée qu'il n'y ait pas de MeToo au Moyen-Orient. Comme s'il y avait deux poids, deux mesures. Et que, je veux dire, moi, dans ce que j'ai pu voir, c'est quand même elles qui ont les pires conditions de vie, qui subissent le plus le joug de macho incroyable. Voilà. Mais il y avait une espèce de voile là-dessus, et en général, on n'en parle pas. Le pouvoir des mots, vous le démontrez brillamment dans vos ouvrages. Avec Muriel, on se demandait s'il y avait un jour, un livre, une personne qui vous avait fait découvrir ce pouvoir des mots. Qui veut commencer ? Moi, c'est le fil rouge en fait de mon livre, c'est Romain Gary. C'est-à-dire cette capacité à la fois à nous faire découvrir effectivement le pouvoir des mots, mais la capacité dans l'ensemble de son œuvre d'être toujours un autre, avec ses différents pseudos, avec sa manière de les balancer, ces mots qui sont aussi différents. Et oui, moi c'est Romain Gary qui a, par ailleurs, notamment avec Chien Blanc sur les questions des discriminations, une modernité inouïe, et sur les questions de la solitude dont nous parlions, pour moi c'est Émile Ajar avec Gros Câlin. Moi, c'est très difficile parce qu'il y en a plein, en fait. Mais au début de La Familia Grande, il y a un bout de phrase qui est mis en exergue de Victor Hugo. Et mon cœur est soumis, mais n'est pas résigné. Et je pense que ça fait longtemps que Victor Hugo m'a montré le pouvoir des mots. Voilà. Je vais répondre, mais un peu différemment, à la question sur le pouvoir des mots. Pas dans mon cas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que depuis que je porte ce livre, il y a quelque chose qui me bouleverse. C'est que je me rends compte que la magie d'un livre, c'est vraiment la rencontre de l'auteur et du lecteur. J'ai écrit ce livre qui raconte la mémoire, qui revient sur la mémoire de ma famille déportée. Et depuis le 1er septembre, je rencontre des gens qui me parlent, des gens de ma famille, comme s'ils les connaissaient. Ils me disent « Ah, Ephraïm, quand il fait ci, quand il raconte ça ». Et je me suis dit « Ah, les mots, ça redonne vie aux morts ». Vraiment. Aujourd'hui, je partage cette famille disparue avec des lecteurs qui ont ces gens en eux, dans leur mémoire. Ça peut paraître idiot, mais c'est une des choses qui me bouleverse le plus depuis la sortie de ce livre. Pendant qu'on écrivait ce livre, je pense qu'on a pensé à Primo Levi, on a pensé à Georges Semprin. Au début, on voulait appeler le livre « Si c'est une femme ». Bon, l'éditeur a trouvé que c'était pas très...
où le titre était déjà pris. Enfin bon. Mais oui, je pense que j'ai vraiment pensé à ces deux auteurs-là. Et autrement, pour le pouvoir des mots, mais le pouvoir des mots, c'est pas juste ce qu'on lit, c'est aussi ce qu'on entend. Et quand j'ai écouté le témoignage de Marie, ça m'avait fait penser à un autre témoignage que j'avais recueilli il y a longtemps, qui était le témoignage d'un rescapé de Sobibor. Et il était plein de... Il racontait son histoire, mais il est très, très... Il n'était pas du tout apaisé, il était encore plein de violence. Et je me souviens qu'en sortant, après, j'ai pris le métro, et que là, vraiment, je suis tombée en prostration, quoi. Je ne pouvais plus bouger, et tous ces mots me hantaient. Et en fait, même au-delà du fait que je réalise ça, je les avais complètement intégrés physiquement, et c'était une sensation incroyable. Alors, une autre question, peut-être en lien avec votre mère ou avec votre père, chacune. Pensez-vous qu'avec vos mots, audacieux plutôt, vous dites quelque chose qu'ils n'ont pas pu exprimer ou qu'ils n'ont pas osé dire? Est-ce que ça serait de l'ordre de la transmission, de l'innovation ou de la transgression? Moi, c'est presque de la transgression, parce que, pour redonner un contexte, ma mère, comme beaucoup d'enfants de survivants, grandit dans un contexte où on ne parle pas de la guerre, on ne parle pas de ce qui s'est passé, et dans mon cas, donc il s'agit de cette guerre et de la communauté juive, mais de façon générale, toute cette génération qui a connu la guerre n'en a pas parlé aux enfants. Quelle qu'ait été sa guerre, qu'on ait été injuste, qu'on ait été un injuste, qu'on ait été simplement quelqu'un qui a fait comme il a pu pour nourrir ses enfants, des petites bonnes actions, des petites mauvaises actions, il y a à un moment donné toute une génération, un pays entier qui est dans le silence. Et il est très difficile pour la génération d'après de briser le silence. Ma mère, elle, n'a jamais osé poser des questions à sa mère. Elle voyait bien que c'était interdit presque. Donc moi qui suis encore la génération d'après, quand j'arrive comme ça avec ma volonté de questionner, de dire je veux savoir, je veux que tu me racontes, là il y a quelque chose d'un conflit des générations. Mais ma mère, elle s'est laissée, on va dire, maltraiter, entre guillemets, et emmenée dans mon conflit parce qu'elle voyait bien que, d'une certaine manière, je reprenais son propre combat. Et donc, elle m'a passé le flambeau de celle qui questionne et qui, contrairement à elle, ne lâche pas le morceau. Donc, c'est une transgression consentie ou acceptée. C'est une question émouvante. Moi, je pense que je suis dans les mots de ma mère. Je pense que c'est une transmission. Je pense que c'est elle qui m'a appris à penser, qui m'a donné les mots. Je pense que je suis dans les mots de ma grand-mère. Je pense que je suis dans les mots de ma tante. Et voilà, on est ces femmes-là. Alors aujourd'hui, c'est moi. Mais je pense que quelque part, elles doivent être d'accord avec ce que je fais là. Voilà. Je vais parler de mes deux parents à égalité. Parce qu'après, quand il faut se poser des questions sur qui est le plus victime entre un homme noir ou une femme blanche, ça c'est trop compliqué. C'est l'insolence. C'est l'insolence racée. C'est l'insolence qu'ont eu mes parents, puisque ma mère a été cachée pendant la guerre. Elle est née en 1940. Mes parents ont été déportés. Et de l'autre côté, il y a eu la colonisation, décolonisation, puis mon père qui a rencontré ma mère. Et les deux se sont construits sur peut-être
pour être heureux, vivons cachés aussi, peut-être. Ils ont donné naissance à mon frère et moi dans ce mélange-là, dans cette imprévisibilité-là, mais qui raconte l'histoire de France. Et donc, c'est une insolence parce que par rapport à ces histoires de race pure, on est très précisément de la race impure. Et donc, ça, c'est ce que je raconte dans le livre. Et par ailleurs, quand j'ai demandé, parce que dans l'écriture, il y a aussi ces choses que l'on trouve, à un moment donné, je me demande pourquoi mes parents se sont rencontrés, et pourquoi ils s'aiment encore, surtout. Et je me suis dit peut-être que c'est par rapport à l'enfance de ma mère cachée, et que ma mère m'a donné cette couleur de peau pour que ce soit ma cachette. Et c'est une insolence aussi. Pour moi, c'est une question difficile, intime, presque psychanalytique, parce que mon livre ne parle pas de moi directement. Donc, je ne sais pas très bien comment répondre à cette question. Je ne me suis pas posée d'ailleurs. Mais s'il faut que je trouve une réponse, peut-être, en fait, dans le drôle de métier que j'ai choisi, il y a toujours une volonté de ma part de m'approcher du pire, hein, de ce qu'il y a de plus mauvais en l'homme, hein, du mal absolu. Alors, est-ce que je dois y voir le fait que, je crois comme beaucoup d'entre nous, je suis à moitié juive. C'est peut-être une explication, ça vaut ce que ça vaut. Mais moi, si je parle de mes parents, en tout cas mon père n'était pas du tout en train de se confier ou de se plaindre. Donc il n'y avait pas je ne sais pas très bien comment il aurait perçu le livre que j'ai écrit. Là, il aurait trouvé ça sans doute peut-être très violent et impudique, mais aussi c'est parce qu'il était d'une autre génération. Voilà, je ne sais pas. Il n'y a aucun lien avec lui dans le métier qu'il faisait. Oui, bien sûr, il était journaliste, ça, il y a un lien direct. Mais le fait que tu sois grand reporter, c'est-à-dire effectivement un métier beaucoup plus dangereux. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à lui, là, dans la transgression ou dans la transmission, d'ailleurs? Dans la transmission, elle est très claire, parce que je suis née dans le journalisme. Moi, quand j'entendais mon père dire je vais au journal, je pensais que tout le monde, depuis que je suis petite, je pensais qu'aller au journal, c'était aller travailler, en fait. Donc, oui, il y a... Mais après, sur le choix de grand reporter, et surtout de reporter de guerre, je crois qu'il n'était pas... il trouvait que ce n'était pas un métier de femme, quand même. Mais bon, après, je pense parfois, il était quand même assez content de ce que je faisais. Et en tout cas, ça nous permettait d'avoir des discussions infinies sur les sujets. Oui. Rachel, dans un texte que vous avez fait, vous avez cette phrase, vous dites « J'ai écrit contre ma propre peur ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer contre quelle peur vous vous battiez et comment vous l'avez surmontée? Et j'imagine que la peur devait être aussi parfois présente dans votre quotidien, Camille, même si ce n'était pas une peur qui était directement liée à vous. Rachel? Oui, je crois que c'est la peur, c'est la peur de soi, c'est la peur, surtout quand on parle de ces questions qui cristallisent beaucoup d'identité aujourd'hui et qui, avec ces mots qui racontent n'importe quoi de vous-même, quand on vous dit mais vous êtes une racisée, non, je ne suis pas racisée, voilà. Et en fait, c'est à un moment donné de se poser face à ces mots et face à soi-même pour tenter de raconter quelque chose qui soit entièrement soi, et donc, mais pas pour parler de soi, pour parler entièrement des autres et de notre société et du monde dans cette interdépendance-là, en fait. Ce qui fait peur, c'est ça. Ce qui fait peur, c'est de... Je sais qu'Emmanuel de Marcy-Motta parle beaucoup des alliances. Ce qui fait peur, c'est de raconter toutes les alliances qu'on a en nous dans cette complexité-là. Voilà. Donc c'était plus...
c'était plus la peur de cette nuance et de cette complexité, puisque finalement, tout ce qui est de l'ordre du clanique, c'est plutôt facile dans la mesure où ce sont des paragraphes qui sont préfabriqués. Là, c'est dans l'inconnu, donc c'est ça qui fait peur. Contre quelle peur j'ai lutté en écrivant? Contre de nombreuses peurs. Contre la peur de nuire d'abord. C'est un réflexe de nuire à autrui, de nuire aux gens que j'aime, enfin, contre la peur d'être sujet enfin. Voilà. C'est-à-dire de sortir du silence et de dire je ne suis pas d'accord. Je vous aime, mais je ne suis pas d'accord. Et ça, c'était un exercice qui était difficile parce que dire je ne suis pas d'accord aux gens qu'on aime, on a peur d'être désaimé, on a peur de... Donc je pense que c'est ma plus grande peur, c'était d'abord de nuire aux gens que j'aime et ensuite de ne pas réussir à poursuivre ce chemin qui était le mien, qui était de dire je vais exister quand même. Voilà. Et j'espère que vous comprendrez que ça n'est pas contre vous, mais... même si j'ai peur, je vais essayer quand même de construire cette subjectivité et de dire que je ne suis pas d'accord. Voilà. Moi, il m'a fallu des années et il m'a fallu peut-être ce livre pour pouvoir prononcer une phrase très simple qui est « Je suis juive ». Cette phrase, je ne pouvais pas la prononcer d'abord parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire, je n'en comprenais pas le sens. Je ne viens pas d'une famille religieuse, bien au contraire. Mes parents sont des 68ards pur jus. J'ai été élevée avec une religion, on va dire, ça a été le socialisme, avec un Dieu qui était Mitterrand, et où la religion c'était même pas une question de la faire venir autour de la table. Et je n'en avais même pas la culture. Donc cette phrase, je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Je ne pouvais pas la prononcer. Et je ne pouvais pas la prononcer aussi parce que j'en avais peur. Parce que j'avais intégré au fond de moi cette peur qui était la peur d'être rejetée, d'être une cible. Et après, je développe ça dans le livre. Je porte le prénom de ma grand-mère, que signifient les prénoms, les transmissions invisibles. Moi, j'ai le prénom de celle qui survit, qui est la seule qui survit de tout l'arbre. Et donc, je parle aussi de cette idée que peut-être que nos cellules auraient, ce sont les chercheurs, les scientifiques qui travaillent là-dessus, nos cellules auraient en elles une mémoire, des émotions sur 3 générations. Alors, est-ce que peut-être je suis comme un rêve de ma grand-mère? J'ai été une Française vraiment insoupçonnable. Quand j'ai sorti mon livre, des gens m'ont dit « Mais attends, tu es juive, mais on te connaît depuis 20 ans, tu ne nous l'as jamais dit ». Donc, pour moi, voilà, ce livre, c'était écrire pour traverser cette peur-là et pouvoir prononcer cette phrase et en sachant ce que ça veut dire pour moi et sans plus en avoir peur. Avoir moins peur de la fameuse phrase que votre fille vous dit, parce que vous l'avez mentionné tout à l'heure. Mais cette petite fille à qui on dit à l'école, on n'aime pas trop les juifs. Oui, c'est-à-dire que, bon, je me rends compte que quand j'ai vu, par exemple, sur Internet, des propos antisémites à mon sujet, ou voilà, toute la fachosphère qui naît, bon, ben voilà, c'est comme ça, on y va, il faut l'affronter. Mais si on reste caché, on n'a aucun problème avec la fachosphère, ça c'est sûr, mais on n'est pas dans le combat de la vie. La fachosphère, d'ailleurs, avant de vous donner la parole, Sarah, c'est des choses que vous connaissez. Comment on fait pour, au quotidien, résister aux insultes, à cette espèce de magma ignoble ? En fait, je partage entièrement ce que tu dis, Anne. C'est-à-dire que faire semblant de militer contre les extrêmes depuis son salon, c'est assez facile et très confortable. C'est-à-dire qu'on est à un moment où dire, écrire, prendre la parole, user de sa liberté de conscience, sa liberté d'expression et sa liberté de création est essentiel, m'a paru essentiel. Donc, à partir du moment où on a travaillé,
pendant des années et des années. Racé, ça vient d'un travail de plus de... J'ai relu un livre cette semaine qui datait de 2008, et il y avait déjà une graine de Racé en 2008. C'est des années et des années de cheminement, on le sait très bien quand on écrit un livre. Donc à partir du moment où ça fait partie vraiment de sa vie, après on se dit content, pas content, tant pis, mais on peut pas culpabiliser de ce que l'on est. Moi je sais qu'en tant qu'afro-yiddish, je sais que pour ces personnes-là, que ce soit de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, c'est mon existence même qui est un problème. Donc j'y peux rien. Et par ailleurs, je ne vis pas avec. C'est-à-dire, je continue de vouloir créer, de vouloir vivre. Parce que quand on a eu des parcours d'Europe de l'Est, d'Afrique de l'Ouest et éperdument française, on est obligé d'être plus qu'en vie. Donc, on continue d'écrire et de créer. Alors, justement, comment on fait pour dépasser la culpabilité qui électrocute ? Est-ce qu'on la dépasse ? Je ne sais pas si je peux répondre à la culpabilité, en tout cas en ce qui me concerne, c'est ce que j'essaye de dire dans le livre, elle a plein de visages, elle ressurgit à n'importe quel moment. Moi, je crois que j'apprends à faire avec plutôt, mais la dépasser, je ne sais pas. Là, je parle du livre depuis un moment. Alors, il y a le fait de l'avoir écrit, puis ensuite d'avoir été confronté, ou avec joie d'ailleurs, à l'impact sociétal qu'il avait. À nouveau, la culpabilité surgit aussi. Est-ce que c'était à moi de parler? Est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que parler autant de ce livre laisse de la place à toutes les autres victimes qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer comme ça, ou en tout cas d'être entendues comme ça, etc. Enfin, la culpabilité a 1000 raisons de ressurgir tout le temps, mais maintenant, grâce au pouvoir des mots, ça rejoint le thème, je sais l'appeler comme ça. Donc voilà, je l'apprivoise un peu mieux. En même temps, c'est sidérant que vous parliez de culpabilité, parce que vous n'êtes absolument que victime, vous et votre frère. C'est vraiment une culpabilité inversée. Comment est-ce que vous la définiriez, cette culpabilité qui, de l'extérieur, est absolument sidérante? Mais parce qu'elle est sidérante de l'extérieur peut-être, et je me réjouis que, en fait, enfin de me rendre compte qu'elle est sidérante de l'extérieur, mais moi je suis à l'intérieur en fait, et donc je suis à l'intérieur d'un groupe et d'un noyau qui s'appelle la famille, et les codes de cette famille, c'est le... En tout cas là, c'est d'abord, et je veux le rappeler, c'est énormément d'amour, parce que moi j'ai reçu beaucoup d'amour. Mais cet amour va aussi avec le silence et le respect. Voilà, en l'occurrence dans notre histoire, du fait que on n'a pas voix au chapitre, quoi. On suit et c'est comme ça qu'on sera aimé. Voilà. Alors c'est un peu comme ça que moi, en tout cas, j'ai vécu les choses. Maintenant, je pense que ma mère m'aimerait absolument de faire ce que je suis en train de faire aussi. Donc, elle m'a aussi donné ces armes contre la culpabilité. Si vous voulez, c'est toujours une histoire de focale, d'où on voit comment on lit l'histoire. Et ça reprend un peu les questions que vous avez posées. Mais moi, dans ma famille, les récits sont nombreux, les livres sont nombreux. La tentative de s'acclimater au réel par la littérature, je ne suis pas la première à l'avoir fait. Donc là, j'ai essayé de dire, vous avez vos mots, MOTS, et moi, j'ai mes mots à moi. Et je suis assez coupable de ça, c'est normal, parce que l'idée, c'est dans une famille, en tout cas dans la mienne, c'était qu'on partage les mêmes mots. Voilà. Mais là, je m'en extrais un peu en disant, on n'a pas les mêmes mots, on n'appelle pas les choses de la même manière. Moi, je les appelle autrement, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un peu culpabilisant, mais j'arrive à faire avec quand même un peu. Oui, non, je reprends dans l'ordre les questions. Sur la peur, moi, évidemment, comme Marie m'a raconté tout son témoignage qui recoupe aussi une grande partie de l'histoire de l'Irak, que c'est quelque chose que j'ai suivi depuis
longtemps, en fait, ça a remobilisé chez moi des peurs que j'ai eues au cours de mes reportages. Les premiers bombardements, j'ai aussi perdu des amis dans mes missions. Enfin, voilà, donc il y avait quelque chose aussi de très primitif. Mais la peur, en fait, je pense qu'elle rejoint et la culpabilité, et en fait, qui est consubstantielle à l'écriture, à mon avis, et même, enfin, c'est cette culpabilité ou ce questionnement sur la légitimité. C'est pourquoi moi, pourquoi j'écris ça, jusqu'où je peux aller, à quel moment je vais m'arrêter, surtout quand on décrit voilà, des situations de violence, quels mots dire, quels mots ne pas dire. Enfin, c'est finalement ce questionnement, on l'a pratiquement à chaque phrase, je trouve. Et comment on fait pour répondre ? Moi, j'avais la chance d'avoir un co-auteur, ce que j'aime beaucoup, parce que c'est comme si on avait un éditeur qui est tout le temps avec soi. Et donc, on était sans arrêt en train de se corriger, de s'amender, de choisir le mot juste. C'est un travail, en fait, très, très exigeant, mais aussi rassurant. Et comment est-ce que vous vous êtes mis des limites ? Est-ce qu'il y avait des territoires où vous savez qu'il ne fallait pas rentrer ? Ou alors des choses que vous ne vouliez pas dire ? Justement, on a eu cette discussion avec mon co-auteur sur les mots. Ouais. Parfois, il y avait des mots, et bizarrement, ce n'était pas tellement dans les violences décrites, mais c'était dans la crudité des mots, ou après dans le dosage, parce que dans le livre, on évoque aussi des mythes chrétiens, on évoque de l'histoire des chrétiens d'Irak, ou un peu de philosophie des religions. Donc voilà, c'était dans tout ce dosage... en fait, on a pratiquement divisé le livre par deux, et ça a beaucoup évolué quoi, avec le temps. Moi, c'est posé la question, évidemment, de peut-on écrire les Auschwitz ? A-t-on le droit ? Est-ce qu'on rentre dans une chambre à gaz pour décrire ce qui s'y passe ? C'est une question qui m'a évidemment travaillé. Comment j'y ai répondu ? D'abord, au fur et à mesure que j'écrivais, les grands témoins disparaissaient. Il y a eu la mort de Simone Veil, la mort de Marceline, la mort de Lanzmann, qui n'était pas un témoin, mais qui a œuvré au travail des témoins. Et je me disais, au fur et à mesure, c'était comme s'il m'envoyait du courage pour dire, et si, il faut y aller parce que, à un moment donné, l'histoire a eu besoin que seuls les témoins parlent. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu un tel silence après-guerre qu'il fallait que la parole soit très juste et qu'elle soit de ceux qui ont vu. Donc, on leur laisse à eux seuls l'espace de parole. Mais quand ils meurent, qu'est-ce qui se passe ? Ça, la question de la réception littéraire ne s'y est pas penchée, sauf Elie Wiesel. Elie Wiesel qui avait écrit à un moment donné « Les romanciers devront écrire ». Parce que sinon, le récit s'éteint et on ne raconte plus cette histoire-là. Donc moi, je me suis autorisée ça, évidemment, en faisant un travail digne d'un historien. C'est-à-dire que j'ai lu, j'ai travaillé, j'ai écrit, j'ai vraiment pris ce travail très, très, très au sérieux. Et j'ai eu la chance, il y a quelques semaines, de m'entretenir 2 heures avec Serge Klarsfeld, qui avait entièrement annoté mon livre. Je suis arrivée dans son bureau, il y avait mon livre avec plein de post-it. Je me suis dit, oh là là, mince. Et Serge Klarsfeld m'a dit qu'il avait lu mon livre avec beaucoup d'intérêt et qu'il me remerciait d'une certaine façon qu'à mon endroit de romancière, je prenne en charge ce récit. Alors, ces paroles de Serge Klarsfeld, je dois vous le dire, sont venues balayer toutes celles et de ceux qui auraient pu se demander dans leur salon feutré, a-t-on ou non le droit d'écrire sur les chambres à gaz ? Oui, je crois qu'on a le droit, et on a le droit si on le fait avec le plus grand des sérieux. Est-ce que vous vous étiez fixé des limites, Camille ?
quand vous avez commencé cette immense libération de la parole? Moi, il y en a une qui était évidente, c'était de surtout ne pas parler à la place de mon frère. Voilà. Et c'était d'essayer d'occuper ma place, et toujours dans cette tentative de construction de cette subjectivité de mon jeu à moi. Et en plus, on est jumeaux, donc c'était quand même un enjeu. Et je n'ai absolument pas vécu ce qu'il a vécu. Donc l'enjeu, c'était surtout voilà, d'essayer de dire ce que moi j'avais... En fait, mon livre, il est sur le silence. Voilà. Et donc le silence, c'est moi. Et lui, il a vécu d'autres choses. Et surtout, ne pas me substituer à lui. Lui, il n'avait pas du tout envie de ça, pas du tout envie de parler, pas du tout... il acceptait que je le fasse, mais voilà. Et donc, d'ailleurs, c'était c'était le début de tout, que lui reconnaisse ma place. Voilà. Mais donc, tout le long, ce qui était très important, c'est que jamais on puisse croire que je parlais à la place de mon frère. Voilà. Concernant les limites, ça me fait penser à cette phrase de Gainsbourg, je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà. Moi, c'était une situation très particulière parce que, en réalité, moi, c'est mon amour du droit. Enfin, aujourd'hui, on est le 10 décembre, donc c'est la journée internationale des droits de l'homme, en référence à celle de 1948. Et le paradoxe que j'avais, c'est que je m'attache à nos textes fondamentaux, je m'attache à nos principes de liberté, d'égalité, de justice, aux principes de non-discrimination, d'universalisme, d'humanisme. Et paradoxalement, ce que je vais dire ne va pas. Donc en fait, moi, je n'avais pas de limite à recopier la Constitution, ni la Déclaration des droits fondamentaux, mais après, il y avait ce truc d'intimidation à ne pas être entière devant ma page blanche. Donc non, ça a été le contraire. Il fallait véritablement que je lâche tout pour être véritablement et terriblement en phase avec cette insolence que sont nos principes républicains. Pardon ? Est-ce que vous pensez tout aujourd'hui, et puis d'ailleurs, Emmanuel, vous pourriez répondre aussi, qu'il y a une parole réparatrice ? Alors, donc c'est vrai que voilà, mon ouvrage est constitué en 3 parties. Les mots qui séparent et qui racontent n'importe quoi de nous, en vous désignant, en vous assignant, en vous demandant de vous taire, selon votre couleur de peau. Les mots qui vont nulle part, notamment ces questions de diversité, où moi je réaffirme dans ce bouquin que c'est à partir de 35 ans qu'on m'a dit « vous faites partie de la diversité ». Non, je ne fais pas partie de la diversité, puisque c'est lorsqu'on est tous ensemble qu'on est de la diversité. Et ensuite, c'est la 3e partie qui, moi, me tenait le plus à cœur, parce que tous les dogmes identitaires, racialistes que l'on entend, en fait, ne proposent aucune solution, si ce n'est la solution finale, au fond, et de revenir à la race pure et à des névroses ségrégationnistes. Moi, je crois en la réparation, notamment lorsque c'est ce passage du silence à l'expression, c'est ce passage à la création en liberté, et c'est le passage de l'identité à nos signatures. Et j'en fais d'ailleurs le dernier chapitre de mon bouquin. Cette démocratie et notre état de droit nous permet à tous d'avoir un nom et un prénom et de pouvoir vivre dans cette liberté-là. Donc je crois en cette réparation possible. Est-ce qu'il y a une parole réparatrice ? Moi, ce que je vois là, en tout cas dans le chemin du livre, de l'écriture, c'est... Enfin, voilà, je pense que quand on subit le silence imposé comme ça, on est un peu réifié, c'est-à-dire on devient objet, puisqu'on ne peut pas parler, on n'a pas le droit de parler, quand on se l'impose comme ça. Et en fait, on devient sujet dans le regard de l'autre et dans la lecture de l'autre. Et là, moi, ce que je vois là, c'est que je réintègre les vivants, d'une certaine manière. Donc la parole réparatrice, c'est la parole de l'autre, pour moi. C'est l'écoute.
C'est l'écoute qui fait que finalement, tu as le droit à tes mots, tu existes. Voilà. Alors on peut être d'accord, pas d'accord, mais on peut discuter. Être privé de la parole, c'est être absolument une chose. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et aujourd'hui, c'est la lecture, c'est ce qu'a provoqué la lecture et les paroles que j'ai entendues, même si elles étaient aussi parfois critiques, mais au moins, voilà, il y a ça, je pense que ça répare un peu quand même. En tout cas, ça fait être. Voilà. Mais tu dis plus, en fait, parce que ce que tu dis, c'est aussi, d'accord, j'ai accès à la parole, mais je veux que l'autre me réponde. C'est-à-dire que cette parole, elle ne détruise pas l'autre, qu'au contraire, elle devienne peut-être une solution à un conflit. Exactement. Et ça reprend la question de tout à l'heure. Et quand je répondais sur l'une de mes plus grandes peurs, c'est celle de nuire. Et en effet, c'est-à-dire on peut se parler. Donc, et c'est pour ça que on parle beaucoup de la libération de la parole, et puis on y ajoute la libération de l'écoute. Mais en réalité, c'est la libération de la discussion, voilà, qui devient possible et avec des désaccords. Si la libération de la parole, c'est uniquement désigner l'autre comme l'agresseur, ou alors j'ai été une chose et tu vas devenir une chose, c'est absolument pas du tout ce que je poursuis moi. Donc la parole réparatrice, en effet, oui, c'est la discussion qui devient possible. Voilà, ça c'est quand même, et c'est très collectif maintenant, donc voilà, ça c'est bien. Oui, je ne saurais pas dire mieux, c'est que la réparation, elle vient du dialogue. Une œuvre crée un dialogue sur un champ donné, et c'est ce dialogue qui répare. Si j'écris mon livre toute seule dans mon coin et que personne ne le lit et que personne ne me répond ou ne me parle, ça ne va pas me réparer. Donc voilà, oui, le dialogue. Moi, dans le cas de Marie, elle a vraiment fait exploser la parole, un peu comme on fait exploser une bombe. Tout le monde voulait la faire taire et elle a exigé vraiment que tout ce qui lui était arrivé et surtout que chaque nom de son bourreau soit consigné. Et ça arrivait dans un milieu d'omerta et de silence total. Et quand j'ai rencontré sa sœur, je lui ai dit, mais à toi, qu'est-ce qu'il est arrivé? Elle m'a dit, non, rien. Et puis après, elle a eu cette parole incroyable. Elle m'a dit, enfin, il ne m'est rien arrivé, mais bien sûr, quand je te dis cela, tu sais bien que je mens. Donc elle-même, quelque part, elle avait besoin aussi que voilà, je puisse rattacher ce qu'elle avait vécu à ce qu'avait vécu Marie. Merci. C'est une question extraordinairement profonde que celle de la parole et de la réparation. Pour le poète, pour l'homme de théâtre, mais au-delà des mots, d'ailleurs, il y a les sons des mots. Et dans chaque mot, il y a un ensemble de phonèmes, de sons, dans chaque langue du monde. Et c'est aussi la beauté alors de l'écoute d'une parole, et comme on dit, d'une langue, qui peut pas seulement nous apaiser, mais aussi nous permettre peut-être de voyager en tant que citoyens du monde, et sans citer Édouard Glissant, que Rachel, tu aimes aussi à citer, ou d'autres, dans ce grand ruban, si vous voulez, des paroles du monde. Alors, par rapport à des témoignages, cette fois, je dirais, individuels, d'individus, de paroles personnelles, comme on dit, reliées à une personne, je pense que la parole réparatrice, il ne s'agit pas seulement de celle qui apaise ou de celle qui soulage, mais il s'agit, comme vous venez de le dire, de cette parole qui permet de créer le lien et donc la relation. Et la relation à soi, intime, profonde, dans notre rapport à notre mémoire et à la transmission, dans tout ce qu'on a entendu, par rapport à la question de l'oubli, finalement, ou de la capacité à dire, tout simplement, sans vouloir blesser l'autre, mais tout en affrontant cette réalité qui nous est alors commune et qui souvent est douloureuse. Donc c'est cette parole-là qui est celle de la relation qui nous répare, je crois. Alors peut-être une dernière question qui s'adresse à vous tous. Est-ce que vous avez l'impression d'être enfin entendu
que vos mots portent enfin? Oui, c'est vrai que c'est assez surprenant parce que tout ça, effectivement, ayant travaillé avec Édouard Glissant et avec ce pédigré-là, c'est ce qui m'a animée depuis que j'ai eu 16 ans, en fait. Cette histoire d'afro-yiddish, cette histoire de grands-parents déportés, cette histoire d'Afrique, cette histoire de française. Et très tôt, lorsque vous vivez en fait dans un cocon familial où personne ne se ressemble, vous êtes toujours l'autre de quelqu'un et où tout le monde s'entend bien, enfin plus ou moins bien, mais où tout va bien, où vous avez un père qui est très noir, musulman, animiste, qui appelle souvent quelqu'un au village le marabout, une maman qui va faire le kaddish, enfin qui va à une cérémonie où des hommes vont faire le kaddish. Et que vous sortez à 16 ans de cet environnement-là, où, en fait, c'est comme si on vous avait menti, hein, comme si vos parents vous avaient trahi sur ce qui se passe dans la société, puisque tout le monde vous dit que c'est impossible, et vous commencez à écrire là-dessus, et vous n'êtes pas du tout entendu, et qu'à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il y a ce livre qui est effectivement entendu. Oui, j'ai l'impression d'être en tout cas beaucoup plus entendue. Malheureusement, enfin, ou heureusement, ça a été un bouleversement, un tremblement, et c'est peut-être d'abord la haine qui s'est exprimée avant que je puisse être entendue réellement. Mais en tout cas, je suis plus entendue que quand j'avais 16 ans, oui. Moi, je crois que ce qui m'a permis d'écrire ce livre, c'est que j'étais enfin entendue par moi-même. Voilà. Je me suis enfin entendue et donc j'ai réussi à écrire ce livre. Ça, c'est la première chose et je crois que c'était un vrai enjeu pour moi. C'était un enjeu personnel. Et à la sortie de ce livre, j'ai eu l'impression que les autres allaient pouvoir être entendus. Et mon espoir, c'est qu'ils s'entendent eux-mêmes, qu'ils se reconstruisent en tant que sujet. Voilà. Ça paraît un peu théorique, mais moi, c'est vraiment ça. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Emmanuel, sur le lien qui crée soi. Voilà. Et donc, en ce sens-là, oui, moi, j'ai été entendue. Dans la culture juive, il y a une figure qui est très importante, qui est celle de l'ignorant. Celui qui ne sait pas a sa place dans la société parce qu'il est celui qui pose les questions. Et au fond, poser les questions est presque plus important que d'apporter des réponses. Et moi, dans mon livre, j'exagère, j'incarne cette figure-là de l'ignorant qui est vraiment une figure de la pensée talmudique. Et je suis heureuse, grâce à ce livre, d'avoir à poser des questions et que d'autres, après moi, aient envie de s'en poser à leur tour. Moi, clairement, j'ai pas encore l'impression d'avoir été entendue sur le cas de Marie. Je pense que j'en suis qu'au début du processus pour elle et que, en fait, maintenant, l'important, c'est qu'elle se fasse entendre par la justice, qu'elle puisse déposer plainte, ce qui n'a pas été encore le cas. Ce qui est quand même incroyable quand on y pense, c'est que voilà, cet entre-là d'association est tellement compliqué et complexe qu'on n'est pas encore arrivé même au fait qu'elle pose sa plainte. Ensuite, j'aimerais bien aussi obtenir pour elle, parce que c'est très important pour elle, étant chrétienne, un mot de reconnaissance de l'Église. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de choses pour qu'elle soit au moins... Le pape est allé à Karakosh, donc dans la ville où elle avait subi toutes ces exactions. Mais voilà, c'était pas œcuménique, c'était pas le moment. Le pape était plutôt en train d'essayer de rencontrer Sistani, une grande figure du schisme, ce qui est très bien. On est tous pour la paix entre les religions. Enfin voilà, donc dans ce processus qui est compliqué, qui est parfois même politique, parce que les chrétiens n'ont pas toujours bonne presse, en tout cas dans notre pays où c'est censé pratiquement être une cause d'extrême droite.
Voilà, moi, non, il y a encore beaucoup de travail et elle est loin d'avoir été entendue. Non, je crois qu'on a débordé déjà complètement le temps, mais est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions à poser très très rapidement? Non. Ça y est, vous m'entendez là? Voilà. Ben je vous remercie et je vais vous dire qu'il me semble quand même que pour oser les mots, c'est une nécessité qui s'inscrit dans le corps. Dire les mots MOTS permet d'éviter les mots MAUX. Cette dimension me semble être présente et absente dans toutes vos différentes interventions. Pourquoi dire les mots? L'idée qui me venait en vous écoutant, c'est que cela permet de, peut-être pas réparer, mais éviter d'avoir à réparer. Parce que réparer implique effectivement une blessure, une atteinte. Les mots, pour prévenir l'éventuelle réparation, des mots MAUX. Dire les mots, c'est déjà opérer un travail de symbolisation qui permet d'opérer cette distanciation. Encore faut-il, et Muriel l'évoquait tout à l'heure, pouvoir être entendu. Quand on s'occupe d'enfants, ce qui est mon cas, on est parfois frappé que l'enfant dit les mots que les parents n'entendent pas. Et l'on voit au décours de tels épisodes des états de catastrophe chez l'enfant qui se met à se rouler par terre parce que les parents ne l'entendent pas, parce qu'à ce moment-là, il n'est plus un sujet, il est totalement désubjectivé, pour reprendre l'expression qui a été dite. Voilà, c'est-à-dire que je voulais revenir au corps. Alors effectivement, dans la religion juive, comme le dit l'autrice Anne Berest, c'est les mères qui transmettent, mais elles le transmettent parce qu'elles le portent dans le corps, l'enfant. C'est-à-dire qu'on est sûr de l'origine, effectivement, peut-être moins de celle des pères. En tout cas, je vous remercie de m'avoir permis d'avoir ces réflexions. Merci beaucoup, monsieur. C'est la dernière question là sur l'importance d'être entendu. Moi, je crois que les mots sont importants à condition qu'il y ait un répondant. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié Madame Sarah, je ne vois pas votre nom là. Vous avez Marie, au moins il y a eu un répondant. C'est très important. Merci beaucoup. Alors, merci pour votre présence. Merci à vous quatre. C'était très intéressant. Merci à Emmanuel, vous cinq. Et merci à Muriel d'avoir rendu tout cela possible.